Mesdames, Messieurs, chères Ambiliennes, chers Ambiliens, c'est un véritable plaisir et c'est avec beaucoup de fierté aujourd'hui et une certaine responsabilité, une profonde responsabilité que je m'adresse à vous. 2024 a été une année de défis. Nous avons montré ensemble qu'il est possible de conjuguer une vision à long terme et des actions concrètes pour améliorer notre quotidien. Vous le savez, nous sommes dans un contexte international et national qui est marqué par l'incertitude et la commune, dans ce cadre-là aussi, se trouve à un tournant décisif de sa mutation urbaine. Ce processus de changement, qui est loin d'être facile, nécessite un courage constant pour poursuivre une évolution qui répond à nos besoins communaux. Contrairement à certains qui prônent le statu quo afin de ne pas déplaire pendant une période électorale ou préélectorale, il est essentiel que cette transformation ne dépende pas d'un calendrier politique, mais bien des capacités, des opportunités réelles à mettre en œuvre des projets ambitieux. Les ajustements fiscaux, comme l'augmentation des impôts, des tarifs, ne sont pas des fins en soi, mais ce sont des leviers nécessaires pour permettre à la commune de fonctionner efficacement, comme je vais tenter de vous le prouver. Les fonds collectés servent à développer des projets structurants et à assurer un service de qualité, en particulier pour l'accueil des enfants et les prestations culturelles. Il convient alors de trouver un juste équilibre entre la gestion des ressources, le développement durable fondamental pour garantir la continuité et la qualité de vie dans notre commune. En ce sens, il est crucial d'encourager une responsabilité collective qui dépasse l'individualisme et l'égoïsme pour construire ensemble une ville à la hauteur des défis du futur, une ville qui s'inscrit sur le long terme parce que nous nous projetons pour les 40 à 50 prochaines années. Alors je vous invite à lever ne serait-ce qu'un peu les yeux, pas trop au ciel non plus, mais à voir l'ensemble des panneaux qui sont ici, à droite et à gauche, qui montrent l'ensemble des projets et cette ambition que nous avons pour la collectivité. Ces panneaux, d'ailleurs, feront l'objet d'une exposition en plus grand format autour de la mairie, aux alentours du parc de la mairie, et donneront l'occasion d'être mis à jour régulièrement sur les montants, les prix, les évolutions de projets. Mais ce sont bien ici l'ensemble des projets que nous voulons porter. Et nous voulons les porter, bien évidemment, avec vous et avec votre confiance. Alors, vous l'aurez compris, ce moment des vœux est toujours pour moi et mon équipe une occasion privilégiée. Un moment pour faire le point sur nos réussites, mais aussi sur nos échecs, parfois, bien évidemment. Pour partager nos ambitions et surtout pour réaffirmer un engagement collectif à bâtir une ville où chacun trouve sa place. Alors, dès le début de l'année, nous avons travaillé à renforcer la coordination, début de l'année 2024, plutôt sur la partie bilan, à renforcer la coordination entre nos différents pôles et services, notamment avec les marchés publics, un domaine, comme vous l'entendez bien, particulièrement stratégique. Et ces ajustements, bien que nécessaires, n'ont pas toujours été simples, vous l'entendrez bien aussi. Pourtant, grâce à l'implication sans faille de nos équipes, nous avons surmonté ces obstacles avec une détermination, je pourrais dire même exemplaire. Et je tiens ici à saluer en priorité le travail exceptionnel des chefs de pôle et chefs de service, dont l'engagement a été essentiel pour coordonner nos efforts et garantir que nos projets avancent dans les meilleures conditions. Mais ils sont épaulés par les agents de terrain, qui, eux, chaque jour, assurent le bon fonctionnement de la ville avec professionnalisme et dévouement. Leur contribution est précieuse et nous devons être fiers de leur travail, parfois discret, mais toujours indispensable. Et je vous remercie de les applaudir. Une mention particulière doit être faite aussi à notre directrice générale des services, absente ce matin pour des raisons familiales, qui depuis bientôt 17 ans partage avec moi les fonctions exécutives et administratives. Cette longévité dans une fonction si exigeante est en soi un exploit. Mais c'est surtout une preuve de son engagement indéfectible envers notre commune et ses habitants. Nous sommes le plus vieux couple de l'agglomération. Ensemble, ces collaborateurs forment une équipe
dont nous pouvons être fiers, car c'est grâce à eux que la ville avance et se transforme jour après jour. Alors ces derniers mois, nous avons dû faire des choix parfois difficiles, mais toujours guidés par une boussole claire, l'intérêt général. Dans un monde où les calculs à court terme et la recherche de popularité immédiate dominent trop souvent, nous avons choisi une voie alternative. L'augmentation des impôts en 2024, comme ce sera le cas, je vous l'annonce, en 2025, en est un exemple. Je sais que cette décision n'est pas toujours facile à entendre, mais elle est nécessaire. Les élus ne sont pas uniquement des gestionnaires froids, mais doivent être des entrepreneurs politiques, qui affirment une vision qui dépasse leur seul mandat. Nous devons avoir le courage d'investir pour l'avenir et de porter des engagements forts et des projets structurants pour ne jamais, jamais retomber dans les effets néfastes de ces villes dortoirs des années 80. Et Ambilly en a été une. Toute notre politique, qu'elle soit communale ou dans notre agglomération, va dans ce sens pour garantir l'amélioration du bien-être collectif. En ce sens, les impôts locaux sont les leviers idéaux pour continuer à investir, à rester dans la qualité de vie que nous pouvons avoir ici et offrir du service public qui assure la solidarité et l'apaisement du corps social. On veut tous payer moins cher, mais on est les premiers à gueuler quand la poste est fermée, quand les hôpitaux sont bondés ou quand les mairies ne peuvent pas répondre à nos attentes et à nos besoins. On ne peut pas laver plus blanc que blanc, à 30 degrés, et vouloir en même temps payer moins cher. En cela, les impôts sont une juste part dans notre bien-être collectif. Une juste part pour contribuer durablement à la construction des écoles, des équipements sportifs, à l'ouverture élargie de nos services, comme la ludothèque ou la bibliothèque, à la rénovation des voiries et des espaces publics, à la sécurité au quotidien et à des animations et des temps forts, comme Ambilly en Fête ou le marché de Noël, accessibles à toutes et à tous. Et la différence fondamentale qu'il y a entre les impôts au niveau national et au niveau local, c'est que nous les voyons incarnés dans les dépenses en faveur de notre quotidien, en ouvrant simplement nos yeux. Rien d'ostentatoire, souvent des choses obligatoires par ailleurs, et toujours la volonté de conserver un équilibre dans notre ville. Dans une région comme la nôtre, où les ressources existent, il est de notre responsabilité d'investir dans ces projets qui prépareront l'avenir. Cet effort collectif, nous devons le voir comme un acte de fierté. Et plutôt que de dire « les impôts augmentent, quel fardeau », disons « j'ai contribué à transformer ma ville, à bâtir des écoles, à améliorer la mobilité, à offrir un cadre de vie exceptionnel à mes enfants pour l'avenir ». Rien dans cette politique n'est confiscatoire, et nous devons porter ensemble ce projet pour la ville que nous aimons. Juste à titre d'information, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, quelques coûts publics. On ne va pas faire un quiz, je vous rassure. Mais une ATSEM, dans une école, qui s'occupe des enfants à l'école maternelle, c'est presque 37 000 €. Un agent de propreté urbaine, comme vous les voyez, ceux qui se baladent avec leurs petites camionnettes parfois et qui font en sorte que nos rues soient propres, c'est 37 000 €. Un policier municipal, et pas le chef, c'est 40 000. Un policier municipal un peu plus chef, mais pas encore le chef, c'est 46 000. Un agent de restauration, comme ceux qui sont à vos côtés aujourd'hui et qui vous ont préparé le buffet après, c'est 37 000. Un agent comme celui qui balaye ici et qui entretient nos locaux, c'est 36 000. Une maison de santé, comme nous voulons la construire, et je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, mais c'est important, je pense, de le savoir. La maison de santé que nous voulons construire, 887 000. La rénovation extérieure du stade Lucien Véra, qui avait plus de 40 ans, 7 millions. La construction du bâtiment pour les associations sportives, c'est 2,8 millions. Une troisième école, avec la cuisine centrale, c'est 16 millions. Une rénovation comme la Paix, école qui a maintenant quelques années, mais qui tient encore le choc, mais qui a besoin de faire une rénovation thermique, plus une extension du réfectoire, avec la restauration scolaire, c'est 3 millions. Et puis la voirie, dont tout le monde se plaint toujours. Il faut toujours refaire les voiries. C'est un plan de 10 millions jusqu'à 2030. Voilà quelques exemples qui montrent que, dans tout ce que je vous ai dit, il n'y a rien d'ostentatoire, mais que toutes les choses ont un coût. Et qu'en somme,
nos deux piliers, ceux dont je vais vous parler maintenant, sont bien liés à des coûts publics, la jeunesse et la transition écologique. Mais si nous ne le faisons pas, eh bien nous ne préparons pas l'avenir. Ce sont des engagements profonds, ce sont aussi des choix de société qui répondent, entre autres, à des besoins urgents et fondamentaux. Laissez-moi vous parler du plan école. Le plan école a été lancé en décembre 2023 et il illustre parfaitement cette priorité. Vous pourrez regarder sur les quelques panneaux ici. Ce projet est ambitieux, mais on prépare pour 40 ou 50 ans ces écoles. La modernisation de nos infrastructures éducatives actuelles, la reconstruction de l'école maternelle, la rénovation de l'école élémentaire, la rénovation thermique de l'ensemble de l'établissement pour l'école de la fraternité, la rénovation thermique de l'école de la paix pour offrir aux élèves aujourd'hui des conditions d'apprentissage adaptées au monde de demain. Ces chiffres ont une vertu de compréhension de ce qu'impliquent les investissements publics. Nous avons aussi la construction du nouveau bâtiment périscolaire à l'école de la paix qui offrira des espaces modernes et fonctionnels pour accueillir nos enfants et une extension de la restauration scolaire. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la planification d'une troisième école indispensable pour répondre à la croissance démographique. Nous souhaitons ainsi partager avec vous notre vision et nos engagements pour faire de nos écoles des lieux d'épanouissement, de sérénité et de proximité. Nous avons à cœur de toujours placer l'enfant au centre de nos actions dans un cadre bienveillant et sécurisant. Nous voulons donc transformer nos écoles en de véritables espaces de vie apaisés, tournés vers la nature aussi, la végétalisation des cours et l'ouverture des établissements vers des lieux calmes, tels que les parcs à la paix, comme à la fraternité. Et tout cela permettra aussi d'offrir aux enfants un environnement propice à l'apprentissage et à leur bien-être. Nous travaillons aussi cette année sur une réflexion sur la modification des cycles scolaires, toujours dans l'intérêt des élèves. Et en parallèle, nous faisons de la restauration scolaire, comme nous l'avons toujours fait, une priorité absolue. Aucun enfant ne devra rester sur une liste d'attente. Aucun enfant ne devra rester sur une liste d'attente pour ce service essentiel. D'où la construction d'un nouvel espace de restauration scolaire. Nous sommes donc heureux, parfois inquiets, de lancer cette année 18 mois de travaux pour bâtir un nouveau bâtiment dédié aux activités périscolaires et aux centres de loisirs. Et ce nouveau lieu, véritable cocon pour nos enfants, sera un symbole de cette ambition éducative. Nous proposons d'ailleurs que ce bâtiment, Madame la directrice est là aujourd'hui, donc elle l'entend et elle permettra, je pense, tout cela. Eh bien, nous voulons faire en sorte que ce bâtiment soit baptisé par les enfants eux-mêmes. Tout ça, bien sûr, pour toujours marquer leur implication dans leur projet. Ce même esprit de cocon sera le sujet de la rénovation nécessaire de l'école de la fraternité. Ce projet, donc, aux alentours de 12 millions d'euros, prévoit des espaces généreux pour les apprentissages, pour les siestes, pour le sport et pour les activités. Les enfants sont aussi impliqués. Je les écoute régulièrement à travers les échanges lors des rencontres avec les délégués de classe, et je peux vous dire que nous sommes attentifs, mais aussi attentionnés à leur égard, parce que je suis convaincu que leur parole vaut de l'or. Et puis, nous nous projetons déjà vers l'avenir, avec cet objectif clair de la création d'une troisième école d'ici 2029, en partenariat aussi avec le département, et je remercie la présence de mon collègue et ami Christian Verdonnet, conseiller départemental, en partenariat avec le département et la construction d'un nouveau collège sur notre commune. Ce projet s'inscrit dans notre volonté de renforcer la continuité éducative et la proximité scolaire. Oui, nous sommes présents sur le terrain avec les parents d'élèves, tout cela pour incarner pleinement notre vision et répondre aux attentes. Et c'est ensemble que nous construisons ces écoles de qualité, où la paix et la sérénité doivent être au cœur de leur quotidien. Mais nos soutiens à la jeunesse ne s'arrêtent pas là. Nous avons également investi dans les infrastructures sportives, comme le chantier du stade, qui progresse à grands pas. Ces lieux ne sont pas seulement des espaces de loisirs, ce sont des lieux d'épanouissement, de partage et de transmission des valeurs essentielles, de respect et de solidarité. L'ouverture du stade est prévue en septembre, je m'impatiente. Il sera un équipement polyvalent pour les écoles, pour les collèges, pour les lycées.
et pour les sportifs, bien évidemment. Le bâtiment associatif que nous construisons à côté permettra un accueil optimal pour les clubs de sport en offrant des espaces de convivialité au-delà des espaces nécessaires que pourraient par exemple représenter les vestiaires. Nous nous réjouissons déjà de voir que le club d'athlétisme d'Ambilly organisera une course d'envergure en octobre, déjà inscrite sur les tablettes. Et cette course, ça sera aussi une belle occasion de rassembler la commune autour d'Octobre Rose contre le cancer du sein. Nous soutenons cette initiative et nous remercions au passage toutes les associations ici présentes de la commune qui contribuent chaque jour à offrir leurs services et leurs activités à des centaines de licenciés. Dans ce cadre, en tant que commune, nous sommes des facilitateurs en ouvrant autant que possible nos structures communales. Mais ils sont la force vive de notre commune et je les remercie encore ici vivement. Notre deuxième pilier, c'est la transition écologique, avec un plan que nous voulons audacieux. Initié au printemps 2021, juste après le Covid, rappelez-vous, et les réflexions qui en découlaient sur les balades que nous vions des fois que pendant 1 heure. Eh bien tout ça, ce plan, il marque un plan décisif dans la façon dont nous concevons notre ville et notre manière de nous déplacer. Notre majorité, profondément consciente des enjeux démographiques et écologiques de notre époque, a choisi d'engager une démarche participative, ouverte et transversale pour repenser l'urbanisme et favoriser un mode de vie plus respectueux de l'environnement. Ce projet ne se limite pas à une simple réorganisation des déplacements, mais constitue une véritable révolution silencieuse visant à créer une ville plus agréable, moins polluée et résolument plus solidaire. Nous garantissons avant tout la tranquillité et la sécurité des piétons et des déplacements en mode doux. C'est un juste rééquilibrage, en somme, pour ne pas suffoquer à l'avenir. D'une durée de 2023 à 2029, ces travaux estimés à 10 millions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, constituent bien plus qu'une simple intervention technique. Les interventions techniques, on les connaît, on sait où elles sont, c'est notamment la rue du Jura, ces temps-ci, réseau d'eau et d'assainissement. Je vous dis toujours que si un jour on ouvrait son eau et puis que son eau était d'une couleur qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on attend, on serait les premiers responsables. Je sais que ces travaux-là sont souvent difficiles à encaisser parce qu'ils sont longs et durs, mais c'est notre santé publique qui est en jeu sur ces réseaux. En tout cas, ça, ce sont les interventions techniques. Mais les travaux que nous allons faire par-dessus sont les promesses d'une ville plus verte, plus responsable, plus respirable et plus apaisée. Et en nous incitant à repenser nos habitudes de déplacement et en expérimentant des solutions alternatives à la voiture individuelle, nous faisons un choix ambitieux et nécessaire pour notre avenir. Assez bizarrement, nous aimons les villes piétonnes ailleurs, notamment en vacances, mais nous ne voyons pas directement le bien-être pour nous ici et maintenant. Alors faire un détour de 2 minutes pour être tranquille toute la journée quand on est chez soi, n'est-ce pas finalement un choix raisonnable? Mais nous avons un point noir, pour être tout à fait honnête. La rue Ravier. On a dit autrement, il n'en parle pas. Et nous travaillons avec l'Agglo et les communes de Ville-Lagran et d'Annemasse pour améliorer la situation, profitant aussi de la construction de la ZAC Étoile, d'ailleurs un quartier quasi sans voiture, pour améliorer la situation. En général, le but est d'empêcher les voitures de transit long, celles qui viennent d'ailleurs, hors agglo, de passer, et de privilégier et protéger le cœur d'agglomération. La création de nouveaux espaces de mobilité, la réduction de la circulation automobile et l'extension du réseau de transport collectif viennent répondre à l'urgence de la situation, tout en plaçant la qualité de vie des habitants au cœur du projet. Et cette démarche, elle s'impose à nous. Elle se construit avec vous, parfois avec des débats âpres, presque toujours respectueux, à travers des réunions publiques et des concertations ouvertes. Ce dialogue constant permet de prendre en compte les préoccupations de chacun et de faire évoluer à chaque fois que cela est possible les propositions en fonction des besoins réels du territoire. En redéfinissant l'usage de l'espace public, en intégrant la marche, le vélo et les transports en commun dans un système cohérent. Ce projet, finalement, c'est un peu la ville du futur, respectueuse de l'environnement, solidaire et clairement tournée vers votre qualité de vie. Nous allons encore prolonger partout les pistes cyclables, là où c'est faisable, notamment tout le long ici après le parc, pour rejoindre
Pierre Abochet, Martinière et autres, avec des aménagements de sécurité. Nous avons aussi créé des cheminements doux, celui-ci, on appelait cheminement Capolo. D'ailleurs, je vous invite, il y a une petite urne là-bas, et il y a les noms qui sont proposés. Suite au marché de Noël, il y a plusieurs noms qui ont été donnés, proposés, et nous avons réduit la liste, et vous avez un choix pour voter sur le nom qui vous conviendrait le mieux pour ce chemin dit Capolo, qui était le nom du propriétaire de la maison qui était tout au bout. Depuis plus d'un mois, il fait la joie de toutes et tous parce qu'il a désenclavé le quartier. Et ce sont des projets simples et efficaces, mais attention, pas toujours peu chers, parce que nous avons quand même dû acheter une maison et effectuer les travaux en conséquence pour le rendre accessible. Tout cela a un coût, et comme je le disais tout à l'heure, eh bien vous y avez contribué, et nous y avons toutes et tous contribué. La mise en place du stationnement payant à Ambilly répond à des enjeux essentiels pour améliorer aussi notre quotidien. En éliminant les voitures ventouses qui occupaient les rues sans raison, nous avons libéré de l'espace pour permettre aux Ambilliens et Ambilliennes de se garer plus facilement près de chez eux ou de leur commerce. Cette mesure favorise également une rotation des places, garantissant une utilisation plus équitable de l'espace public. Et les fonds générés par cette réforme sont réinvestis dans des projets concrets. Ce n'est pas juste parce qu'on aurait eu besoin d'argent. L'entretien des voiries, le développement des mobilités douces, la sécurisation des trottoirs et l'aménagement de ces pistes cyclables, justement. Et tout ça en embellissant les rues grâce à des espaces végétalisés, contribuant ainsi à la réduction de la pollution urbaine. Une tarification ajustée, tenant compte des revenus du foyer et de la puissance des véhicules, je sais que ça a beaucoup fait parler, ça ne fait plus du tout parler par ailleurs, ainsi que des abonnements spécifiques pour les étudiants et les actifs locaux, ont garanti l'équité. Et les résultats sont déjà visibles. Le stationnement payant favorise la rotation fluide, réduit le trafic et permet de réinjecter déjà directement l'argent récolté dans l'amélioration de ces voiries. Et puis, nous prenons l'occasion de planter 500 arbres supplémentaires. Et on ajoute, dans ce projet à moyen terme, 1 hectare de verdure sur la commune. Tout cela en requalifiant les voiries. Nous favorisons donc les mobilités douces et nous réduisons les îlots de chaleur. Vous l'aurez parfaitement compris, nous privilégions largement la végétation au goudron. Les sens uniques, eux, ils font parfois pester, mais ils permettent vraiment de diminuer le trafic de transition. Un exemple, la rue du Jura est passée de 11 000 véhicules jour en double sens à 4 300 au dernier comptage en sens unique. C'est un bien-être direct pour les habitants de la rue, à part quand ils se prennent les trottoirs. Ça, c'est autre chose. Nous présenterons bientôt la manière dont nous sécuriserons les voiries avec une démonstration des bornes rétractables dans des rues clés à destination des Ambilliens pour éviter les transits pendulaires et privilégier les habitants. Et là, je veux être bien clair, c'est une solution pour les habitants. Ce n'est pas juste pour se faire plaisir, c'est pour nous protéger. Et s'il y a des doutes, eh bien, nous les lèverons ensemble sur cette façon de faire. Mais finalement, ce n'est pas beaucoup plus qu'une barrière de copropriété. Cette refonte permet aussi, et grâce à cela, d'implanter des lignes de bus supplémentaires, notamment sur la rue des Écoles et sur la rue des Marronniers. Et tout cela pour améliorer l'accès au transport public. Nous croyons ainsi en une ville des courtes distances, en une ville jardin, où il est possible de tout faire à pied ou à vélo. Et celles et ceux qui ont vraiment besoin de leur voiture ne doivent jamais être empêchés, que cela soit en raison d'un handicap, de l'âge, ou parce que simplement nous avons parfois besoin de bouger pour faire nos courses. Mais il est clair que si nous changeons, pour celles et ceux qui le peuvent, nous laissons logiquement une circulation plus apaisée pour celles et ceux qui en ont véritablement besoin. La solidarité aussi se joue à cet égard. Une ville où l'espace public est partagé, apaisé, et où chacun peut respirer un air pur, c'est bien la mission que nous nous sommes donnée. Alors ces choix ne sont pas toujours simples. Réduire la place de la voiture, ralentir le rythme, réaménager les rues, ça implique de changer nos habitudes. Mais est-ce que ce n'est pas un peu le prix à payer pour garantir un avenir plus durable? Et nous savons que le changement suscite souvent des résistances, qui soient liées à l'habitude,
à la peur de l'inconnu ou à l'incertitude des conséquences. Mais il est essentiel aussi de se rappeler que dans 20 ans, lorsque nous regarderons en arrière, nous devrions être fiers d'avoir pris ces décisions. Nous devrions pouvoir dire que malgré les réticences, nous avons eu le courage de faire ce choix audacieux, celui de transformer notre ville pour la rendre plus agréable, plus saine et plus solidaire. Alors il est temps de dépasser nos peurs quotidiennes, de nous projeter au-delà des défis immédiats et de prendre ce pari. Parce que oui, c'est un pari sur le long terme. Un pari pour notre bien-être collectif, pour nos enfants et pour les générations futures. Et à travers ce plan de déplacement urbain, Ambilly trace véritablement les contours d'un avenir où l'humain prime sur l'automobile, où l'air s'améliore et où le bruit s'estompe petit à petit et où chacun s'approprie son territoire. Et puis, partons du principe que ce sont nos enfants qui sont l'avenir et qui peuvent contribuer à nous faire changer notre vision. Je vais vous faire part d'une annonce capitale. J'ai vu que la presse était présente, qu'elle note bien cette annonce capitale. J'ai quand même l'œil, même si je n'ai pas mes lunettes, et je remercie la presse d'être présente. Ouais, parce que là, je faisais presque comme une confidence, Alain. Alors qu'avant, ce n'était pas la confidence. Je vais vous faire part d'une annonce capitale, et là, je reparle plus fort quand je dis le mot capital, d'un tout nouveau projet qui me tient à cœur et que je porterai avec nos élus du Centre communal d'action sociale. La volonté d'aller progressivement vers la gratuité des transports en commun pour tous les jeunes de moins de 18 ans sur notre commune. Une première phase se fera cette année en prenant en charge, avec le quotient familial, une part de leur abonnement collège-lycée qui garantit une mobilité sur l'ensemble de l'agglomération. Pour les plus précaires, l'abonnement sera pris en charge complètement, puis progressivement la prise en charge financière sera moins importante comme cela est le cas pour les autres tarifs communaux. Dans un second temps, l'objectif est pourtant d'aller vers un droit universel et gratuit sur notre commune pour tous les jeunes dans les prochaines années. Cette opération sera en partie financée par l'argent du stationnement et par l'impôt. Ce sont des mécanismes de redistribution complets et solidaires. Nous investissons dans cette génération car nous voulons lui faire confiance pour nous montrer la voie à suivre et éclairer notre prise de conscience collective. Au-delà de ces deux piliers, l'année à venir sera marquée par d'autres projets ambitieux visant à renforcer le dynamisme et la convivialité de notre ville. Nous mettons en place de nouveaux espaces publics, à commencer par la place Rosa Parks, véritable cœur vivant du nouveau quartier de l'Étoile. Ce lieu sera animé par les premiers commerces de proximité, soutenus par ma délégation à l'agglomération, pour répondre à vos besoins au quotidien. Ce sont plus de 20 coques commerciales qui sont commercialisées, maîtrisées par la collectivité financièrement, tout cela pour dynamiser notre ZAC Étoile. Et l'attractivité se fera aussi par la localisation d'activités, de services publics et d'associations en rez-de-chaussée d'immeubles. Le quartier de l'Étoile deviendra ainsi petit à petit le véritable cœur de notre ville, de notre commune, un prolongement du centre-ville d'Annemasse et une part du cœur d'agglo entre Ville-Lagrand, Annemasse et nous, et je remercie mon collègue de Ville-Lagrand de sa présence. Ce projet est porteur d'un poumon vert avec l'aménagement du jardin ferroviaire le long des voies ferrées et d'une vision unifiée d'Ambilly. Nous sommes loin d'une opposition entre un vieux et un ancien quartier. Et un nouveau quartier. Pardon. Nous, la majorité municipale, en serons les garants. Et c'est aussi pour cela que nous devons garder le cap de l'investissement public sur toute la commune, ainsi que la mise en place de nouveaux services publics pour assurer la cohésion sociale. Nous avons également la volonté de faire vivre ces espaces, en particulier à travers des lieux de rassemblement, comme celui dédié aux luttes sociales, que constituera symboliquement cette place Rosa Parks. Du nom de cette femme noire américaine qui a lutté courageusement pour la liberté et les droits civiques. C'est aussi ça, notre ADN, celui de donner des noms de rues féminins à toutes les nouvelles rues de notre commune. Initiative assez unique en France. La passerelle, bientôt en travaux, symbolisera aussi cet esprit de connexion et d'unité, une sorte de nouveau pont entre nous et Annemasse sur le coup, qui renforcera les liens entre les différentes parties
de ce qui constitue la ville. Au sein de notre agglo, j'ai également l'honneur de porter 2 missions essentielles, l'enseignement supérieur et le commerce de centre-ville, à travers mes délégations. Cette année, nous inaugurerons, je dirais presque enfin, le campus grand format, un projet, construction bois durable, que nous avons porté avec une énergie sans relâche. Ce campus qui accueillera l'Institut de formation des professionnels de santé, ancienne IFSI, est un symbole de notre engagement pour l'éducation et la formation. Ce sont des projets structurants qui se poursuivent avec la construction de ce campus de l'Étoile, qui accueillera les près de 2000 étudiants de notre territoire et qui se donne des objectifs au-delà pour les prochaines années. Nous proposerons des logements pour les jeunes et les étudiants, ainsi que des services et commerces qui leur serviront à eux, comme à toutes et tous que nous sommes ici. C'est un vrai changement. C'est mon engagement et celui de ma majorité depuis 2008. Il devient réalité. Nous avons porté le foncier, nous avons traversé les tempêtes et les doutes. Nous avons porté pendant 3 mandats ce projet. Il faut de la détermination, de l'abnégation, et rien ni personne ne pourra nous enlever cette réussite. Mais je vous rassure, le travail n'est pas terminé. Encore récemment, j'ai eu l'occasion d'accueillir la Chambre de commerce et d'industrie pour proposer un partenariat sur la formation professionnelle. Nous ne lâchons rien et je remercie à cette fin notre président de l'agglomération, Gabriel Doublet, de sa confiance sur ces projets. Quant au commerce, nous nous battons chaque jour pour accompagner nos commerçants, fragilisés par les travaux, mais aussi par la conjoncture nationale, comme c'est le cas au centre-ville. Les centres-villes ne doivent pas devenir des lieux fantômes. Nous avons donc une responsabilité collective, leur redonner de la vie malgré les obstacles. C'est pour cela que nous avons décidé de porter par la collectivité, fait quand même assez rare pour être noté, le foncier des commerces de la ZAC Étoile, justement. C'est la collectivité publique qui sera propriétaire de ce foncier. Se donner le choix, c'est ne pas subir par la suite. Et voilà donc un engagement fort et courageux des élus de l'agglo, et je tiens à saluer mes 2 collègues maires de Machilly et d'Étrembières, ici présentes aujourd'hui, qui participent bien sûr à ces choix forts et courageux de portage de foncier. Enfin, un autre grand projet est la création d'une maison de santé, en lieu et place de l'ancienne CPAM, rue des Marronniers, avec un groupe de médecins et d'autres professionnels de santé, renforçant ainsi l'accessibilité aux soins, avec un arrêt de bus prévu juste devant. Ces projets sont au service d'une ambition commune, celui de faire d'Ambilly une commune où il fait bon vivre, en offrant à chacun des services de qualité et des espaces partagés. Et cette offre sera complétée par le travail que nous faisons avec l'agglo pour la mise en place d'un centre de santé sur la ZAC Étoile, ainsi que des cabinets paramédicaux. Ça devrait être déjà cette année. Nous ne chômons pas sur ces sujets, mais il faut bien avouer que ces besoins sont assez nouveaux pour nos collectivités et que la mise en œuvre de réponses concrètes s'avère parfois bien plus complexe que ce que l'on pense. Et puis, il n'y aurait pas d'un côté les grands projets, puis de l'autre côté des petits projets. La mise en place récente du portage, le portage de repas à domicile, d'un service de portage de livres à domicile est fondamentale pour nos anciens et nos anciennes. Et ceux qui n'en bénéficieraient pas encore, je vous invite vraiment à vous renseigner. Cela nous permet aussi de continuer notre veille sociale avec simplicité et efficacité. La création, et je l'annonce aujourd'hui, d'un Ambilly Social Club. Comme nous allons l'appeler, avec un petit jeu de mots sur le Buena Vista Social Club. Bien sûr, il n'y aura pas de rhum qui sera servi là-bas. Officiellement. Madame la sous-préfète, non, il n'y aura pas de rhum. Comme nous allons l'appeler, en lieu et place de l'ancien bar du parc, permettra aux associations de proposer des activités, de créer des temps de convivialité autour d'un café. Simple, mais aussi redoutablement efficace. Le service jeunesse s'y retrouve déjà régulièrement pour discuter et faire des activités. Mais celles et ceux qui aujourd'hui voudraient s'engager dans ce projet d'Ambilly Social Club peuvent déjà contacter mon adjoint Laurent Gillet avec grand plaisir, qui est juste devant, lève la main, on voit bien, voilà. Et je ne doute pas qu'autour
d'un petit verre à la fin, vous auriez plein de choses à lui dire. Nous voulons nous voir pour nous rencontrer, partager, et aussi parfois pour nous engueuler. Mais tout cela est sain. C'est quand on se rencontre en vrai qu'il y a de la vie. Parce qu'à l'abri, derrière nos claviers, nous ne créons pas grand-chose de durable. En nous rencontrant, nous grandissons. Et le seul vrai réseau social, c'est la rencontre, le débat et la controverse. En vrai, en bugne à bugne. Et notre commune s'engage ainsi pleinement dans une multitude d'initiatives pour améliorer le bien-être des habitants, en mettant en place des dispositifs de soutien pour les jeunes, les personnes âgées et la communauté dans son ensemble. Nous allons transformer la maison carrée en logement participatif senior, vous avez dû le voir dans notre dernier bulletin. Un projet de la municipalité qui voit encore le jour et qui permettra de répondre à un réel besoin de nos anciennes et de nos anciens qui veulent rester en Bille, mais qui ont besoin de plus de services de proximité au quotidien sans que cela soit forcément médicalisé. Nous recherchons la qualité. La maison carrée, avec son grand parc protégé, apportera aussi la douceur nécessaire et la tranquillité que l'on mérite avec l'âge qui avance. Le financement futur, aussi de la moitié du relais petite enfance par la caisse d'allocation familiale, nous permettra de reprendre le chemin de l'accompagnement de la petite enfance, sujet extrêmement délicat dans notre zone frontalière, notamment sur le recrutement, problématique, vous devez bien le penser, mais nous le trouvons aussi dans nos autres services, ces problèmes de recrutement. L'enfance et la jeunesse, par exemple, mais nous essayons de faire au mieux pour y répondre et de toujours remplir nos objectifs. Le travail sur le tri sélectif, l'anti-gaspillage dans nos écoles témoigne de notre volonté de promouvoir des pratiques responsables et d'éduquer sur les bons gestes, tout comme l'accompagnement des jeunes en difficulté, avec un soutien particulier à nos jeunes et à nos ados particulièrement. Nous faisons des actions de prévention, notamment sur les addictions et aussi les addictions aux écrans. Et puis nous ouvrons davantage aux jeunes filles qui se sentent parfois un peu plus isolées. En parallèle, les agents de traversée des écoles, ce sont des postes nouvellement créés, vont jouer un rôle clé dans la sécurité de nos enfants, tout en renforçant le lien social au sein de la communauté. D'un point de vue organisationnel, mais qui touche l'accueil et le service public, l'année 2025 sera marquée par des réformes importantes visant à améliorer l'efficacité et la qualité de nos services. Parmi les projets phares, la reconfiguration de l'état civil, avec la mise en place d'un guichet unique, constitue un élément central en prévision du nouvel hôtel de ville à la maison Pictet, actuel centre de consultation avancée du Châle. Cette maison est historique, une des plus vieilles de notre agglomération, et quoi de mieux pour la mettre en valeur dans l'histoire de la commune que d'en faire le centre névralgique. Ce projet est sur 2027-2028, mais nous commençons à travailler dessus. Nous voulons en 2025 aussi faciliter l'accueil des usagers en simplifiant leurs démarches administratives, ce que nous avons déjà passablement fait, et parallèlement aux outils numériques que nous mettons en place et aux dispositifs innovants, seront développés pour répondre aux attentes croissantes des habitants, des services qui sont au plus juste par rapport à ce dont vous avez besoin. Et soyez rassurés, nous n'abandonnerons jamais l'accompagnement physique et moral des citoyens et habitants de la commune. Et tout cela, jamais au profit du seul numérique. Sur le plan financier, nous travaillerons en 2025 sur la proposition de mise en place d'un budget participatif en 2026 qui pourrait marquer un tournant dans la gestion municipale en impliquant directement les citoyens, les habitants, dans la définition de certaines priorités budgétaires. En parallèle, une attention particulière est portée à la commande publique avec une volonté de mieux mutualiser les ressources avec les autres collectivités locales afin de réaliser dans des moments difficiles des économies d'échelle. Enfin, les ressources humaines seront également au cœur des préoccupations, avec des actions visant à améliorer les conditions de travail des agents, à harmoniser les pratiques au sein des services municipaux et à développer des avantages sociaux pour renforcer leur engagement et leur bien-être, mais aussi et surtout dans une zone tendue comme la nôtre à la frontière, de faciliter le recrutement d'agents bien formés et qui croient clairement à nos missions de service public. Enfin, notre vision pour Ambilly ne se limite pas aux frontières de notre commune. En collaboration avec nos collègues de l'agglomération, nous avons travaillé sur d'autres projets structurants,
comme le prolongement du tramway qui renforcera notre connexion avec Genève, la rénovation, et on le sait, des réseaux d'eau et d'assainissement pour garantir des infrastructures durables, construites pour des dizaines d'années, et puis bien sûr la construction de la ZAC Étoile dont j'ai parlé. Et en tant qu'élu délégué à l'enseignement supérieur au commerce, je continuerai à porter des initiatives majeures, comme celle dont je vous ai parlé tout à l'heure de Campus Grand Format, que nous inaugurerons cette année. Et puis, je ne pourrais pas terminer ces vœux sans un petit mot sur les communaux d'Ambilly. Nous continuons à nous battre pour ne pas payer des impôts injustes pour une collectivité, ce que nous demande Genève. Nous avons porté réclamation, et je vous l'annonce ici, auprès du tribunal fédéral, et nous avons actionné d'autres leviers auprès des autorités d'arbitrage suisses et françaises. Côté français, le soutien symbolique existe, mais l'instabilité gouvernementale pour défendre notre dossier durablement rend la chose, vous l'imaginez, compliquée. Le dossier était sur le bureau du désormais et éphémère ancien ministre Antoine Armand, qui, comme haut savoyard, nous l'espérions, avait une vision plus juste de l'enjeu. Pour autant, nous ne lâcherons rien. Alors, pour construire une ville exemplaire, il faut du courage, de la vision, un engagement collectif, celui de ma majorité. Ce n'est pas seulement un projet municipal, c'est bien un projet qui appartient à toutes et tous, habitants, élus, commerçants, parents, mais aussi enfants. Nos choix sont guidés par nos convictions, et ces convictions sont des convictions profondes. Quand mon équipe et moi-même, nous nous levons le matin, nous ne cherchons pas à éviter les critiques à tout prix, ni à faire plaisir à tout le monde. Nous cherchons à nous demander quelles sont les décisions qui comptent vraiment, quelles sont les priorités pour l'intérêt général. Et pour paraphraser Véronique Sanson, j'aime beaucoup Véronique Sanson, celles et ceux qui n'essayent pas se trompent finalement qu'une seule fois de ne pas avoir essayé de changer. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette transformation. Ensemble, nous devons faire d'Ambilly une ville qui nous ressemble, mais aussi qui nous rassemble. Une ville où il fait bon vivre, où l'on prend le temps de marcher, de discuter et de bâtir un avenir dont nous pourrions être fiers. Alors que nous entamons cette nouvelle année, je veux vous remercier pour votre confiance, pour votre engagement et pour votre soutien. En 2025, continuons à bâtir ensemble une ville plus forte, plus accueillante et résolument tournée vers l'avenir. Je remercie ici tous mes adjoints, mes collègues élus de la majorité et de la minorité, tous les services et toutes les associations. Je vous souhaite à toutes et tous une année pleine de réussite, de moments partagés et de fierté collective. Et Monsieur le Président de l'Agglo devait prendre la parole, mais comme il est auprès de la ministre, je vais vous inviter directement au buffet qui est préparé pour nos agents, non sans remercier les élus des autres communes qui sont présents, et non sans remercier Madame la sous-préfète qui nous fait l'honneur de sa visite première à Ambilly, je pense, première fois à Ambilly. Donc la remercier de sa présence. Nous travaillons beaucoup avec les services préfectoraux et de la sous-préfecture. Donc je la remercie de sa présence, mais aussi de sa disponibilité. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée autour du verre de l'amitié. N'oubliez pas de remercier nos services quand vous le pouvez. Merci beaucoup.